on vient de terminer une étude auprès de 1000 PME au Québec, qui n'est pas banal, 1000 PME. 60% des PME que l'on a questionnées ne prennent pas le temps de répondre à un prospect qui les a contactés. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui est directement dans le... On a un sujet parapluie ici qui est la croissance des ventes en mode business to business. Et puis aujourd'hui, on va aller à l'autre bout du spectre de ce que nous, on a comme expertise dans le domaine de la croissance des ventes B2B. On travaille beaucoup en mode acquisition de nouveaux clients. C'est très en vogue, c'est très tendance. En fait, on entend parler beaucoup. Les entrepreneurs c'est un go-to. Hein? Pourquoi? Parce que c'est difficile de faire de l'acquisition. Et il existe aussi beaucoup de potentiel à faire de la croissance, puis à se concentrer sur sa base de clientèle actuelle. Puis c'est quelque chose qui est peut-être moins discuté, peut-être moins sexy, mais on va discuter de ça avec un expert en la matière. Puis j'accueille aujourd'hui Dalen Gay. Bonjour. Salut Dalen. Salut, merci. Merci de m'accueillir. C'est vraiment super apprécié. Très heureux d'être là aujourd'hui. Écoute, avant qu'on se lance, parce que bon, tu as un gros réseau en affaires. Ça fait pas, c'est pas d'hier que tu es en affaires. C'est pas ta première run de lait, comme on dirait. Peut-être juste écrire ton parcours pour que je pense que nos auditeurs comprennent d'où vient ton expertise, qu'est-ce qu'on va parler ensuite. Je pense que ça assoit bien comme il faut là, ce qu'on va discuter après. Oui, ma première passion, moi, c'est les entrepreneurs. J'aime les entrepreneurs. Je suis un entrepreneur, en fait, depuis l'âge de 16 ans. J'ai eu la chance de démarrer 9 entreprises. Je n'ai vendu 8 sur les 9. Ma question première, en fait, c'est toujours comment on fait pour faire grandir notre start-up, notre business qu'on a, mais surtout comment on fait pour faire croître une business aussi qui est existante. C'est ce qui me passionne depuis toujours. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir des business de services, des agences de pub, des business de software, donc 3 entreprises de logiciels. Puis, champ gauche, mais j'ai aussi eu l'honneur de démarrer une microbrasserie. Donc, j'ai eu la chance de partir dans toutes sortes de secteurs d'activité. Puis, si on veut faire grandir une business, on s'entend que travailler ses clients actuels, aller en chercher des nouveaux, c'est important, mais travailler les clients qu'on a, c'est tout aussi important. Puis, tu t'intéresses beaucoup, tu sais, on a échangé pas mal sur le sujet, justement, à mettre la lumière sur sa base de clientèle actuelle pour générer de la croissance. Puis, tu te rends compte que c'est quelque chose qui est pas dire ignoré, mais on dirait que c'est moins quelque chose sur lequel beaucoup d'entrepreneurs mettent le focus comme tel. Comment tu expliques ça? Il y a le bruit ambiant. Aussitôt que tu rouvres un Facebook, un feed Facebook ou une page LinkedIn, ce que tu vois, c'est des spécialistes qui te promettent des nouveaux clients. Donc, le bruit ambiant, c'est l'acquisition de nouveaux clients depuis de nombreuses années. Moi, je suis loin d'être contre l'acquisition de nouveaux clients. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas que ça. Donc, la portion rétention, fidélisation, s'occuper de ses clients actuels, ça fait partie des messages aussi qui sont véhiculés en entrepreneuriat depuis toujours. Là. Tout le monde sait que ça coûte 7 fois plus cher aller chercher un nouveau client que de travailler sa base de clients. Sauf qu'il n'y a pas grand monde qui le font. Et le pourquoi, je me l'explique mal, mais 80% de la croissance d'une business vient de tes clients que tu as déjà. Donc, fait que c'est là-dessus, moi, que je veux, que je mets le focus, que je mets l'emphase depuis maintenant plus de 20 ans. J'aide des entrepreneurs à garder leurs clients puis à faire ce qu'il faut pour que leurs clients génèrent de plus en plus d'argent. Et comme je te dis, je ne suis pas contre l'acquisition. Là. Je dis qu'il n'y a pas juste ça. Oh non, effectivement, je pense que l'acquisition joue son rôle. Je serais fou de pas dire ça. mais effectivement, tu sais, quand on a échangé, ça fait tout à fait du sens. Mais tu agis dans des contextes quand même où, puis je dis t'agis parce que tu as
as une entreprise active en technologie, c'est-à-dire tu es fondateur, président fondateur de TierPeak, Oui. un CRM, en passant un CRM québécois d'ici, hyper performant, très, je veux dire, très complet pour ceux qui ne le savent pas. De toute façon, ils vont se retrouver dans notre checklist. Mais au-delà de ça, tu as un intérêt, en tout cas, tu as la volonté de repartir dans une business de service. Je pense que tu as Puis, je ne connais pas ta situation personnelle, mais t'as pas, je pense pas qu'après ton parcours, tu as besoin nécessairement de faire ça. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Deux choses. Moi, je suis très impliqué dans l'environnement, l'écosystème entrepreneurial. Fait que c'est un point de vue coaching. Là, je fais une centaine d'entreprises par année que je coach en démarrage d'entreprise. Donc, c'est certain que quand on est en démarrage d'entreprise, ben travailler ses clients actuels, souvent, quand je fais la liste des clients actuels, il n'y en a pas parce que c'est des compagnies en démarrage. Donc, on va les aider à faire de l'acquisition de nouveaux clients. Mais les clients qui sont actuels, ben, moi, c'est ma passion pour les entrepreneurs. Donc, j'aime voir les entreprises faire de la croissance. Donc, mon véhicule que moi j'utilise depuis près de 25 ans maintenant, c'est la rétention et la fidélisation d'entreprise. La fidélisation, la rétention de clients. Fait que je suis moins versé dans le modèle d'acquisition parce que vous êtes des experts là-dedans. Fait que chacun son métier. Moi, c'est plus le volet rétention et fidélisation de clientèle, autant vente aux entreprises que vente à des consommateurs. Puis, lorsqu'on échangeait avant d'enregistrer le podcast, tu me parles de... Tu sais, tu as eu récemment une dizaine de conversations là, avec des entrepreneurs qui ont des business, surtout business to business, je pense. Puis des situations où ils ne peuvent pas nommer tous leurs clients, là, dans le sens où il y a une certaine complexité. Puis tu me disais que ils se rendent compte qu'il y a un potentiel de croissance énorme avec leur propre base de clientèle, mais qu'ils ne le font pas. Pourquoi, d'après toi, c'est quoi les raisons? C'est quoi la raison? En fait, il y en a plusieurs. La première chose, c'est que les gens font pas... Il n'y a pas besoin d'être des analyses très évoluées en statistiques. Là. On a juste à regarder ça fait combien de temps qu'on n'a pas facturé ou même avoir une conversation avec un client, la date de la dernière conversation, par exemple. Ça, les entrepreneurs ne le font pas pour être capables juste d'identifier les clients qui sont à risque d'aller voir un compétiteur parce que vos clients sont intéressés à acheter. Donc, si vous ne leur proposez pas d'autres produits qu'ils consomment déjà, ils vont aller les acheter ailleurs. Okay. La moitié ça, c'est spectaculaire, là. La moitié des entreprises au Québec perdent leurs clients, pas parce que les clients sont insatisfaits, mais parce que les clients ne savent pas quels sont les autres produits que l'entreprise vend, fait qu'ils vont l'acheter ailleurs. Donc, juste dire à vos clients ce que vous vendez va faire que vous allez faire de la croissance. Contacter, que ce soit par email ou par téléphone, peu importe le véhicule, contacter les clients avec lesquels vous n'avez pas eu une discussion récemment va faire que vous allez augmenter votre business. C'est des choses simples. Là. Je ne suis pas dans l'analyse avancée statistique. Là. Je ne suis pas dans du BI. Là. Non, je ne suis pas dans du AI non plus. Là. Je suis juste dans le système de facturation puis regarder la date de la dernière facture. Fait que même ces choses-là simples, les gens ne le font pas. Deuxième chose, le mode de rémunération, souvent des équipes de vente, on en parlait justement la semaine passée. Beaucoup d'entreprises, direction d'équipes de vente, vont baser les commissions aux vendeurs sur l'acquisition de nouveaux clients. Lorsque c'est des clients qui font déjà partie de la base de clients installés de l'entreprise, il n'y a pas de vendeurs, je vais être péjoratif, là, mais il n'y a pas de vendeurs professionnels souvent qui vont s'occuper de la rétention ou de la fidélisation des clients actuels. Fait que souvent, ils vont donner ce genre de mandat-là à d'autres personnes dans l'équipe, mais ça ne sera pas des reps. Puis ça ne sera pas des gens qui vont être payés à commission sur l'augmentation des revenus générés par les clients qu'ils ont déjà. Le fameux titre, je dirais, vente interne, là, où on voit souvent, puis comme tu dis, je ne veux pas blaster les personnes qui ont ce rôle-là, mais souvent, c'est un poste de service à la clientèle, qui est perçu comme du service à la clientèle, où on répond à des commandes, puis
Il n'y a C'est pas ça. nécessairement d'upsell ou de cross-sell ou des choses comme ça. Là. C'est exactement. Fait que tu as toujours le farmer et le hunter. Là. Donc, tu as les gens hunter qui font le développement des affaires pour aller chercher de nouveaux clients, qui souvent, eux, sont payés à commission et le mode de rémunération. Commission et surtout, va me chercher des nouveaux clients. De là vient l'acquisition. Ouais. Puis le hunter, là, ceux qui s'occupent des clients installés, dans les PME à qui j'ai parlé là, je te dirais dans les derniers mois, là, le poste n'existe même pas dans les entreprises. Au niveau du farming, là, tu parles. C'est Non. des gens qui prennent des commandes. Donc, c'est pas des spécialistes en vente. Non, il n'y a pas de Souvent. vente comme Fait que telle. ces gens-là ne sont pas supportés, ne sont pas formés. Ils n'ont pas un plan de rémunération adapté à je m'occupe des clients qu'on a déjà. Tu sais. Fait que je pense que ça fait partie de l'équation. J'ai pas la réponse exacte, précise ce matin, là, mais je pense que ça fait partie de l'équation. Quand tu parles à des entrepreneurs juste pour sauver le terrain, quoi les questions que tu leur poses pour savoir si il y a un souci ou s'il y a un potentiel aussi de croissance à ce niveau-là? Ou... Ouais. Ma première question, c'est est-ce que ça vous tente de faire la croissance? Avez-vous les moyens? Avez-vous l'envie? Parce qu'il y a encore là des entrepreneurs qui sont satisfaits avec la taille de leur entreprise actuelle, puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Donc, la première question, c'est est-ce que ça vous tente de faire de la croissance? Tout dépendamment aussi de la phase d'entreprise, on parle ces temps-ci beaucoup avec soit des entrepreneurs qui ont envie de vendre leur business ou des repreneurs qui ont fait l'acquisition d'une business existante. Dans les deux cas, il faut quand même démontrer de la croissance. Si tu veux vendre ta business puis être en chute libre, ben, tu n'auras peut-être pas les multiples que tu aimerais avoir si la business est en croissance. Fait que ça, c'est un cas particulier. L'autre question, souvent, ce que je vais leur demander, c'est connaissez-vous vos 10 meilleurs clients? Et rarement, ils tombent sur les 10 vrais meilleurs clients de l'entreprise. Fait que soit qu'ils n'ont pas le bon chiffre de vente en tête, soit que ça fait des mois qu'ils n'ont pas parlé à ce client-là puis ils le mettent dans la liste des meilleurs clients. Donc, une analyse juste de facturation, là, de regarder date de la dernière transaction, puis le montant total qui a été vendu à ces clients-là, mais surtout la marge. Donc, c'est pas que le revenu généré, c'est aussi la marge. Fait que c'est des analyses, c'est des analyses simples de comptabilité. Ça n'a pas besoin d'un gros système de CRM. Même la plupart des entreprises avec lesquelles on a parlé n'ont pas de CRM, ce qui est un autre sujet, là, mais il y a près de 60 000 entreprises au Québec qui gèrent leur vente avec un fichier Excel ou des post-it, là, qui n'a pas de CRM. Là. Donc, on est 10 ans en retard sur le reste du marché, uniquement sur ce volet-là. Mais, fait que les questions de base, c'est est-ce que tu connais vraiment c'est qui tes clients A, B et C? Puis c'est surprenant de voir la quantité d'heures passées sur des clients C, donc qui sont non rentables, qui n'achèteront pas plus, puis qu'on ne sera pas capable de faire du cross-selling ou de l'upselling avec. Puis, tu sais, la visibilité, ce que j'entends aussi, c'est que ça prend une visibilité sur tes données. Donc, tu sais, puis dans l'expertise que tu développes, que tu es en train de mettre en marché, il y a beaucoup de choses dans le marché, là, je pense. Mm-hmm. On peut le voir comme la planif stratégique. On ne veut plus en entendre parler. Non, mais ça fait très pelletage de nuages pour les entrepreneurs. Là. Je m'inscris là-dedans, où on a un beau rapport, on le met sur la tablette, puis c'est comme si c'est pas opérationnel. On peut le voir comme du coaching où on va s'abonner à vie à quelque chose qu'on n'est pas autonome. On peut le voir comme de l'analyse de données, mais après ça, on ne sait pas trop quoi faire avec. C'est quoi le mix, dans le fond? T'sais? Comment on fait si on est dans une situation où... Parce que ça prend un certain degré de complexité aussi. Là. Si tu n'es pas capable de, comme tu disais, de nommer... Si tu peux nommer tous tes clients, premièrement, je veux dire, tu n'as pas besoin nécessairement d'aide pour ça. Là. Mais si tu es dans un nombre de clients X, un nombre de transactions X, un nombre de SKU ou de produits ou de services que tu offres qui est volumineux, bien là, il y a du potentiel. Souvent, le potentiel que tu vas voir dans une intervention, parce que tu en as fait, ça va ressembler à quoi? T'sais, quelqu'un qui n'était pas capable de répondre à tes questions comme il faut, il y a une intervention à ce niveau-là,
c'est quoi l'output? Ouais, fait que en fait, les étapes, puis encore là, ça n'a pas besoin d'être compliqué là, juste pour débuter, là, tu sais, pour comprendre qui sont nos meilleurs clients. Un système comptable fait la job, là. Vous avez Ouais. QuickBooks, là, puis on est capable déjà d'en faire un grand bout, là. Ça n'a pas besoin de des ERP hyper complexes ou des CRM hyper compliqués. Fait que les premières questions qu'on regarde, évidemment, c'est le nombre de clients. Donc, si je suis une entreprise qui a 25 clients, les chances que je connaisse tout le monde dans les 25 business sont assez fortes. Mais aussitôt que je passe à 300-400 clients, en B2B ou en B2C, en B2C, c'est souvent les nombres qui sont beaucoup plus grands que ça. Ouais. Là, ça commence à se compliquer. Donc, qui sont mes meilleurs clients? La date de la dernière transaction, donc la date de la dernière facture. Je suis capable d'avoir ça en un clic dans un QuickBooks ou dans n'importe quel autre logiciel comptable. Le montant facturé. Fait que est-ce que j'ai le montant facturé dans la dernière année, mettons? Puis si j'ai des fréquences qui sont plus rapides qu'une transaction à chaque année, bien, je m'ajuste. Chaque client a son cycle de fréquence. On a des clients qui vendent à tous les mois au même client, d'autres c'est au trimestre, d'autres fois c'est à l'année, fait que en fonction de la fréquence. Puis la troisième question qu'on pose, c'est à partir de quel moment que vous considérez que le client n'est plus votre client, qu'il n'a plus acheté chez vous? Est-ce que c'est après 6 mois? Si ça fait 6 mois que je n'ai pas facturé le client, là, je considère qu'il est perdu. Après un an, après un mois, ça dépend de chaque secteur d'activité. Ça, c'est les premières questions auxquelles on va vouloir répondre. Puis, en fonction de la simple analyse de base, la première activité qu'on va faire, puis on va le faire avec des experts comme chez vous, on appelle ça des campagnes de réactivation. Fait que, par exemple, si je dis, ben moi, après 3 mois, je considère que le client n'est plus client chez moi, ben on va faire une simple campagne, soit par courriel ou par téléphone. Puis on va contacter les gens qui n'ont pas acheté chez nous depuis 3 mois. Et juste à faire ça, on génère suffisamment de ventes pour continuer à mettre en place d'autres activités Pour de payer rétention l'intervention, là, puis autrement de dit. fidélisation. Ouais, mais tu sais, si on dit que ça coûte 7 fois plus cher aller chercher un nouveau client que de travailler nos clients actuels, j'ai pas besoin de faire une grosse intervention au niveau des revenus pour que ça vienne faire une différence sur la croissance de l'entreprise. Oui, puis quand vous faites ce type d'intervention-là, vous laissez des processus en place aussi. Là. L'idée, c'est pas... vous êtes tu sais, toi et ton équipe, vous n'êtes pas présent pendant 100 ans. Là. Non, pas du tout. Puis l'idée, c'est pas non plus que le client devienne indépendant. Là, en fait, l'idée, c'est que le client devienne indépendant, qu'il ne soit pas dépendant de nous. On veut rendre nos clients autonomes. Fait qu'on aide nos clients à justement utiliser ces process-là puis à augmenter leur croissance par eux-mêmes. En disant ça, je fais aussi référence on a 2 types de clients. Fait qu'on a les clients qui disent nous, on veut être autonome le plus rapidement possible. Habituellement, à l'intérieur d'un trimestre, là, ils sont complètement autonomes. Ils peuvent utiliser les outils qu'on a mis en place là, facilement. On a d'autres clients qui nous disent bien, on a besoin d'accompagnement parce que, par exemple, on n'a pas de directeur des ventes, puis c'est le propriétaire ou la propriétaire de l'entreprise qui gère son équipe de vente. Puis elle a besoin d'aide parce qu'elle n'a pas que la gestion de ses équipes de vente à faire. On va aussi les aider. Puis on est entouré de collaborateurs experts comme votre business, à qui aussi on réfère des mandats. Fait que ce que l'on ne fait pas, c'est le faire toute seule pour le client. Fait que c'est toujours, on le fait avec le client, ou bien le client est complètement autonome après, à l'intérieur d'un trimestre. Il y a un volet aussi technologique, là, parce qu'à un certain moment donné, tu parlais des premières questions, puis tu sais, il y a quand même une simplicité là-dedans. Puis oui, c'est vrai que vous pouvez retirer de la donnée, mais dès qu'on monte à des centaines de clients, comme tu disais, il y a de l'analyse qui doit se faire. Puis après ça, mettre ces processus de relance en place et tout ça, c'est de notre côté, ça prend des outils. Tu sais, je veux dire, tu ne faut pas faire ça à la main forever. Là. Comment ça s'intègre, quand et comment vous le... Peut-être juste nous parler de ce volet-là aussi. Là. Oui. Fait que, encore là, il y a plusieurs façons de recevoir du data. Là. Je vais essayer d'être moins technique possible, là, mais la plupart du temps, ce que l'on fait au départ, c'est le client va nous faire une exportation de son système comptable.
au niveau des factures. On ne va pas au niveau des états financiers de nos clients, mais c'est vraiment au niveau des revenus. Fait que ça, c'est la première source de données pour travailler la base de clients installée. La deuxième source de données, c'est l'outil de gestion des ventes. Fait que si le client a un CRM, on va aussi utiliser les données qui proviennent du CRM. Puis, nous, de notre côté, on a des outils d'analyse qui sont... Les clients n'utilisent pas les outils qu'on utilise. Ce que les clients utilisent, c'est nos résultats d'analyse. Fait qu'on va leur afficher des données, soit directement dans leur CRM, ou on va afficher des données. On utilise beaucoup Power BI de Microsoft. Donc aussitôt que l'entreprise utilise la suite Microsoft Office, donc le courriel, les agendas, vous avez accès à Power BI. Donc, on vient afficher les résultats d'analyse dans votre compte Microsoft. Il n'y a pas d'ajout supplémentaire de logiciel outre que la licence Power BI qui est avec votre Microsoft Office 365. Puis si le client n'a pas de CRM, ben on a un CRM à proposer qui est pensé pour les entreprises et la tarification pour les entreprises québécoises. Qui est simple à plugger dans le système. Tout à fait. Puis, tu parlais de, l'output de ça, quand on est dans l'analyse donnée, si on pense aux dirigeants de PME, lui, il va retirer quoi de ça? Qu'est-ce qui tu sais, en concret, mettons, il est devant un tableau de bord, on va dire, là, il regarde quoi, puis qu'est-ce que ça lui permet de faire au final? Fait qu'on démarre toujours avec le besoin d'affaires. Fait que ça dépend de ce que le client veut faire. Fait que, exemple de cas. On a un client B2B qui a des centaines de clients, voire des milliers de clients au Québec. Donc, fait que ce qu'il nous a dit, moi, je suis au Québec, je veux travailler ma base de clients installée, mais j'aimerais aussi faire de la croissance puis attaquer le marché ontarien. Après avoir dit ça, là, en B2B, là, c'est pas simple. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'analyse de ses clients. Fait qu'on a regardé la taille de ses clients actuels, le nombre d'employés, les secteurs d'activité, ses meilleurs clients dépensaient à quelle fréquence, à quel montant. Et on a accès à des bases de données externes. Fait qu'on a réussi à mapper sur le marché de l'Ontario des entreprises qui ressemblaient à ses meilleurs clients au Québec. Et l'output de ça, ça a été une liste de prospection. On a donné la liste de prospection à ses vendeurs, puis ils ont fait des activités d'acquisition de clients. Dans d'autres cas, quand c'est purement de la fidélisation et de la rétention, ce qu'on est capable de donner, en fait, c'est le client a déjà la liste. Parce que c'est ses clients. Fait que là, on travaille avec des experts comme vous pour mettre en place des campagnes marketing de relance de clients actuels. Puis aussi, j'imagine que les systèmes que vous mettez en place ou l'optimisation de ce qui est déjà là fait en sorte que ça crée aussi des listes de rappels pour les vendeurs, par exemple, ce qu'on appelle du sales enablement. Là, c'est le temps de rappeler tel client. C'est exactement ça. Fait que des tableaux de bord, là, je te dirais que dans un profil entrepreneur, là, c'est pas ce que la personne aime le plus le matin, c'est regarder des tableaux de bord. Fait qu'on on en donne pour ceux qui ont envie de voir des tableaux de bord puis voir des évolutions. Mais souvent, l'output, c'est des outils, des listes, du briefing plus précis pour les équipes de vente pour contacter ou relancer des clients. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas de relation. Puis dans un mode, tantôt tu parlais dans un mode où, puis c'est assez en vogue en ce moment. Là. On sait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent vendre leur business au Québec en ce moment. Ouais. Juste au niveau démographique, c'est un fait. Qu'est-ce que ça peut avoir comme avantage? Parce que on parle que préparer sa business à l'avance, c'est plusieurs années à l'avance. Il y en a qui disent jusqu'à 7 ans d'avance, d'autres 3, peu importe. Dans ce contexte-là, c'est un cas spécial, là, mais quand même un cas spécial qui est beaucoup répété en ce moment. Fait que, selon toi, c'est quoi l'utilité, le gros gain à faire un exercice comme tu proposes? Puis c'est drôle, que le cas on est sur un mandat actuellement de ça. OK. Donc, pourquoi? En fait, notre contact a été l'entrepreneur qui désirait vendre son entreprise. Et le coup de massue, il l'a eu quand l'acquéreur lui a demandé son funnel de vente, qui étaient ses meilleurs clients.
quelles étaient ses activités de rétention. Parce que si j'achète une business, je me mets de l'autre côté de la table. J'achète une business, ben, l'idée, c'est de faire de la croissance avec ce que je viens d'acheter. Là. Si je fais un investissement dans une entreprise, que j'acquiers une entreprise, si je veux faire un retour sur investissement, ben, il faut que cette business-là fasse de la croissance. Il ne faut pas qu'elle maintienne ses ventes qu'elle avait avant. Fait que c'est le vendeur qui, lui, dans son, je n'ai pas le terme en français, là, dans son due deal, là, qui s'est fait dire par l'acquéreur, ben, je veux que tu me fournisses le data pour que je sois capable d'avoir des métriques de croissance. Et l'évaluation de son entreprise, donc quand le vendeur a voulu faire évaluer son entreprise, le multiple était loin de ce qu'il croyait que son entreprise valait, parce que l'acquéreur a dévalué l'entreprise, parce que le vendeur n'était pas capable de donner des réponses au sujet du retour sur investissement possible. Du potentiel de croissance aussi, hein, quelque part. Là. C'est ça, exactement. C'est ça qui achète. Fait que là, l'intervention qu'on fait actuellement avec l'entreprise vendeur, c'est d'être capable de démontrer quelle est la croissance possible de son entreprise dans le temps, à partir des clients actuels. OK. Puis vous êtes là-dedans depuis combien de temps? Là? Depuis hier matin. Ah, OK. C'est un mandat qui va nous prendre à peu près un trimestre OK. À tout faire, puis à réactiver les clients. Fait que ce n'est pas que je te donne une liste de clients à qui tu devrais parler, mais c'est vraiment mettre en place les stratégies, les tactiques. Là, pour que, démontrer qu'il y a une structure. Il va peut-être décider de ne pas vendre. Ça se peut, hein? Mais pour l'acheteur, c'est sûr que ça a une valeur. Puis c'est presque un go-no-go. Là. Tout à fait. Mais on s'attend à ça. Hein? On s'attend pour être dans le marché actuel. Tu disais, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de CRM. On le voit. Là. Puis aujourd'hui, gérer pas de CRM, tu rejoins. Oui, tu peux appeler tes clients, oui, là, mais c'est parce que tu rejoins 30% des gens par téléphone. Fait que si tu veux utiliser d'autres canaux, puis d'avoir les bons signaux, quand il faut le faire et tout, dès que tu as une base de clients quand même volumineuse, tu n'as pas de logiciel en place, avec tout ce qui existe, c'est impossible. Écoute, en acquisition, là, je pense que c'était avec toi, j'avais de la discussion. On fait plein de sondages dans le marché pour comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des ventes et du marketing, tant en acquisition qu'en rétention. On vient de terminer une étude auprès de 1000 PME au Québec, qui n'est pas banal, 1000 PME. 60% des PME que l'on a questionnées ne prennent pas le temps de répondre à un prospect qui les a contactés. Un prospect appelle, ils n'ont pas le temps de retourner l'appel. Okay. Un prospect complète un formulaire sur le site web pour en savoir plus, les formulaires « Contactez-nous ». Ouais. 60% des entreprises que l'on a sondées ne retournent même pas les appels des gens qui les ont contactés. Fait que là, tu sais combien ça coûte une campagne en acquisition. Fait que tu investis en acquisition pour aller chercher les nouveaux clients, puis 60% des gens qui lèvent la main, qui disent « J'aimerais ça en savoir plus », tu les rappelles même pas. Fait que juste ça, un CRM, ça sert à ça. Au moins, tes répondants sont honnêtes. Ça sert à automatiser les réponses. Donc, avec un CRM, tu peux répondre de façon automatique à des textos qui entrent, des appels téléphoniques qui entrent, des formulaires sur le site web entrant. Fait que ça, là, ça vient largement offsetter, là, largement combler le coût d'un CRM mensuel. Tu sais, la démarche, tu en as parlé, parce qu'on le dit, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas équipées, soit qui ont un CRM qui est, puis on le voit, là, un CRM qui appelle mort, là, quasiment c'est un cimetière. C'est un carnet d'adresse. Oui, c'est ça. Ou ils n'en ont pas, ou certains qui en ont, qui sont très bien paramétrés, tant mieux pour eux et tout, mais si c'est le cas, tu arrives dans ça, il y a une base de clients à relancer, ça prend un système, ça prend un CRM pour rendre ça efficace, pour rendre la démarche efficace. Puis aussi, vous sortez de là, de ne plus être indispensable, tu disais, de sortir de la dépendance. Ça peut prendre combien de temps avant qu'une nouvelle machine, comme un nouveau CRM qui se plug sur un système actuel, puis là, je sais qu'il y a beaucoup de contextes possibles, là, mais puisse quand même te donner le 20% des actions essentielles qui va te donner le 80% d'output, c'est court. Un trimestre. Habituellement, à l'intérieur de 3 mois, là,
entre la première rencontre de démarrage, là, d'embarquement dans le projet, à l'intérieur d'un trimestre, la boucle est faite au complet. Donc, on va générer des activités dès la deuxième rencontre. On est déjà capable d'identifier quels sont les clients à relancer. Puis, au niveau des CRM, juste pour revenir là-dessus, tu sais, des CRM, là, sur le marché, il en existe 8000 actuellement. C'est 8000 CRM. Fait que, et notre objectif, nous, c'est pas de remplacer, si le client a un CRM, notre objectif, c'est pas de remplacer un CRM existant. L'idée, c'est comment on fait pour utiliser ces données-là pour faire de la croissance à l'entreprise. Donc, si l'entreprise n'a pas de CRM, c'est certain qu'on va proposer le nôtre parce qu'on le connaît quand même bien. On a lancé ça en 2020. Oui. Donc, on connaît bien notre produit, évidemment. Mais si le client a déjà un CRM, on va travailler avec les outils qu'il a déjà. Fait que notre objectif, c'est pas de faire ça. Notre objectif, c'est la base, là, c'est comment on fait pour aider les entrepreneurs québécois à faire de la croissance. Oui, de l'acquisition de clients, mais surtout en faisant de la rétention des clients actuels. Avec leur base actuelle. Ça c'est ce qui nous drive le matin. Quand on se lève le matin avec le couteau entre les dents, là, c'est pas combien de CRM je peux remplacer dans la journée, c'est bien plus comment on peut faire pour aider les entrepreneurs du Québec qui ont 10 ans de retard sur le marché américain et sur le marché canadien en technologie et en gestion des ventes. Mais tu sais, on le voyait, je recevais il y a quelques épisodes, c'est Richard Chénier de Québec Tech. Okay? Puis ils ont lancé une initiative qui s'appelle J'adopte le Québec Tech pour pallier justement au retard dont tu fais mention. Je pense que selon une étude de l'OCDE, on est 37e sur 38 dans les pays industrialisés au niveau de la productivité, ce qui est quand même alarmant. Puis ce qu'il disait, c'est que les PME québécoises ont besoin, ça va passer par la technologie, on est en retard. Puis souvent, quand on pense à des solutions technologiques, on se va vers l'extérieur, puis on ne pense pas aux startups qui ont des produits ici prêts à la commercialisation. Puis là, ils en ont répertorié, eux autres, 2200 quelques. Puis ils proposent, avant d'aller en personnalisation ou vers des produits étrangers, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ici. Puis, une des choses qu'ils disaient, je fais un long détour, mais tu vas voir où je m'en vais, c'est que on a l'habitude ici de faire des études, du diagnostic, puis ça peut prendre 6 à 8 mois, 10 mois avant de, OK, ça, c'est structurable, puis voici la solution technologique, puis là, on commence. Je pense que les entrepreneurs, on est un peu allergiques à dire, ouais, mais ça va me prendre du temps. Fait que quand je t'entends, puis souvent aussi des firmes qui intègrent des CRM, tu sais, là, on mappe les processus, on fait ci, on fait ça. Là, il y a 3 mois de passé, il n'y a pas de technologie encore. Là. Fait que quand tu parles d'un trimestre, moi, je trouve ça vite, parce que dans la culture d'aujourd'hui, on se fait pas dire ça. Puis je pense que c'est ça qui freine aussi. Puis c'est beaucoup de temps, d'investissement de temps aussi pour les personnes en place qui doivent, du côté client, du côté des entrepreneurs, qui doivent faire d'autres choses. Fait que, comment ça fait que ça ne fera pas plus de temps que ça? Quand vous le faites. Parce que, tu sais, ça. Puis là, je ne vais pas te poser une colle, là, mais. Oui. Fait que il y a plusieurs volets là-dedans. Premier volet, on fait partie des entreprises référées par Québec Tech. Donc, on connaît bien l'équipe, on connaît bien Richard. Okay. Oui, donc on est dans le... Okay. On est là-dedans. On est sans liste. Okay. Deuxième chose, on débute, nous toujours avec le besoin d'affaires qui crée de la valeur le plus rapidement pour l'entreprise. Des fois, c'est, exemple, s'occuper des prospects ou des contacts qu'on a dans les formulaires. Fait que déjà, dans le CRM, on va mettre en place ce qu'il faut pour répondre à ça rapidement. Ça prend combien de temps à faire ça? Une demi-heure, 45 minutes. Créer une alerte qui va arriver dans la boîte courriel du vendeur le matin. Puis qui va créer une opportunité dans le calendrier. Dans son task manager ou quelque chose comme ça. Puis on va envoyer un courriel à la personne qui a complété le formulaire pour lui dire un expert de notre équipe va vous contacter. Okay. Donc, je ne suis pas dans des analyses de haute voltige, stratégie d'affaires. Là. Je suis comment je peux régler des problèmes à court terme. L'autre problème qu'on voit souvent, c'est les informations ne sont pas partagées. Fait que les gens utilisent Outlook ou Google Workspace, par exemple.
un vendeur envoie un email à un contact, il n'y a personne d'autre dans l'entreprise qui est capable de voir ce email-là parce qu'il est dans la boîte d'envoi du vendeur. Ouais. Fait que c'est pas partagé avec le reste de l'équipe. Notre plateforme, on est intégré avec Outlook, avec Google. Fait que les messages envoyés reçus se retrouvent dans la fiche du contact. Directement dans la fiche CRM, dans le pipeline. Comment j'amène les contacts dans le CRM? On est intégré dans QuickBooks, dans Xero. Fait qu'on a un bouton utilisateur mot de passe, puis les datas sont rendus dans le CRM. Fait que juste ces éléments-là, ben, habituellement, 2 sessions d'1 heure et demie, là, c'est opérationnel. Là, les gens l'utilisent déjà. C'est pas parfait, mais ça peut générer déjà des retours sur investissement. Ça règle à 80% des besoins, puis le 20%, si nécessaire, ben là, on fera d'autres rencontres subséquentes, mais au moins, on règle des éléments de base opérationnels qui font une différence, puis qui créent de la valeur rapidement pour le client. Puis dans le cas aussi où les entreprises avec lesquelles vous travaillez ont des équipes de vente un peu plus volumineuses, tu sais, il y a du changement là, que vous amenez, là, veut pas. Là. Puis je pense que vous avez une approche aussi où il n'y a pas juste le volet analyse, présentation, optimisation des processus. Il y a aussi guider, je pense, les leaders d'équipe à mettre ça à faire rouler ça, là, à faire durer ça, cette histoire-là. Ouais, et l'équipe. Fait que il y a peu de représentants qui aiment rentrer des données dans un CRM. Ouais. Jusqu'au jour où... Non, il n'y a personne qui aime ça. Ça, c'est vrai. Jusqu'au jour où ils voient qu'il y a un avantage monétaire. Fait que mieux gérer tes clients, mieux gérer tes opportunités vont faire que tu vas faire plus de ventes. Fait que c'est pas le bâton en disant je te mets un CRM puis tu n'as pas le choix de rentrer le data. C'est plus voici un outil pour que et l'entreprise et les représentants fassent plus d'argent. C'est ça la croissance d'une entreprise. C'est comment je fais pour optimiser la valeur générée en dollars en bout de ligne. Là. Mais tu as aussi, là tu viens de toucher un point important, on l'a dit tantôt, tu l'as dit, la presque totalité des structures d'incitatifs de vente se fait pour l'acquisition de nouveaux clients. Si tu veux que les vendeurs s'occupent de clients passés ou actifs mais peu actifs, est-ce que tu aides les entrepreneurs à modifier un peu leur structure d'incitatif par rapport à ça aussi? Si c'est besoin. Ouais, au besoin, dans notre équipe, on fait ce qu'on appelle de l'ingénierie des ventes. Là, c'est peut-être un grand terme, mais on va aider l'entrepreneur ou son équipe de vente ou sa direction des ventes à revoir l'organisation de ses ventes. Puis on va faire des propositions, puis on va aussi partager des meilleures pratiques sur qu'est-ce qui se fait dans l'industrie au niveau justement du hunting, du farming. Chez certains clients, on va proposer des modifications, des bonifications sur les modes de rémunération des représentants. Fait on n'arrive jamais là, on ne débarque pas chez le client en disant voici ce qu'il faut que tu révolutionnes dans ton entreprise. Ça va s'imposer de soi. C'est un mode de discussion. On est là aussi pour proposer des éléments, mais ce n'est pas notre entreprise. Là. Ça reste qu'on travaille avec un client qui a son entreprise, qui a sa vision, sa façon de faire, sa façon de gérer, mais on lui partage ce qui se fait de meilleur ailleurs. Puis là, c'est à l'entrepreneur de prendre ses décisions sur... c'est sa business, après tout. Mais ce qui est le fun dans la démarche, c'est que tu vois des résultats rapidement. Je veux dire, il y a beaucoup d'impact là-dedans. Là, parce qu'on sait, là, si on est en entrepreneur, si on voit on a une intervention pour qu'on voit déjà des revenus arriver, et on est content. Oui, puis souvent, le mode d'acquisition aussi, c'est un mode qui est plus réactif. Là. Le chiffre d'affaires va baisser. Et là, on se met à paniquer, puis on dit qu'il faut aller chercher des nouveaux clients à tout prix. Oui. Bien, on vient baisser cette tension-là. On vient baisser cette pression-là de dernière minute, puis de manque de courir, un petit peu de planification puis de cohérence. Oui, c'est ça. D'Alan, on pourrait en parler pendant un bon bout de temps, je pense. D'ailleurs, on va continuer seulement hors d'onde. Écoute, un gros merci d'être passé aujourd'hui. Je le mentionne toujours, mais pour ceux qui veulent avoir les points clés, tout ça, on produit une checklist de l'événement. C'est très actionnable. C'est très concis, c'est résumé, puis on met toutes les informations qu'on a partagées aussi. S'il y a des plateformes ou des conseils, d'Alan va nous fournir des informations. Juste à s'inscrire à notre infolette à ce moment-là. Merci beaucoup, d'Alan, encore. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Merci.